Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vous présenterai différentes situations liées au système éducatif. Votre objectif sera de déterminer si ce qui vous est présenté contribue à une réelle éducation des individus ou si à l'opposé cela contribue à leur endoctrinement. Je vous encourage à regarder les 2 vidéos précédentes qui traitent spécifiquement de ce sujet car elles vous permettront de mieux comprendre les réponses apportées ici. Avant de commencer, un petit rappel. Tout d'abord, l'éducation consiste à guider un être afin qu'il devienne un être libre, critique, autonome et intelligent. L'objectif ici est de créer un être qui vivra en respectant ceux qui l'entourent et qui défendra la liberté et la justice avec un grand J, sans peur et sans reculer face au mal. Toute éducation est avant tout basée sur le principe de la loi naturelle. L'endoctrinement, quant à lui, consiste à formater un être servile, obéissant, contrôlable et manquant d'intelligence. L'objectif est ici de créer un parfait petit automate au service d'un système qui le domine. Cet être est un conformiste, il est prêt à violer les droits de ceux qui l'entourent s'il en reçoit l'ordre de ses maîtres ou s'il y trouve un intérêt personnel quelconque. L'endoctrinement n'est pas basé sur des principes moraux absolus, mais sur une morale relative, s'adaptant en fonction des intérêts du moment. Le point sur lequel je n'insisterai jamais assez, c'est que toute éducation doit être basée sur la loi naturelle. C'est une condition nécessaire, indispensable, pour espérer former des êtres véritablement intelligents qui pourront contribuer à créer un monde juste. Ok, donc maintenant, passons au quiz. Ce quiz est composé de 10 situations. Vous aurez à chaque fois 5 secondes pour déterminer s'il s'agit plutôt d'endoctrinement ou d'éducation. Comme toujours, dans les quiz, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. La première question est liée au respect de l'autorité. Imaginez la situation suivante. Dans une école, chaque matin, lorsque les élèves rentrent en classe, ils doivent rester debout en silence. Ils ne pourront s'asseoir que lorsque le professeur leur en donnera la permission. La raison invoquée est que c'est une marque de respect des élèves envers le professeur et que cela permet d'amener une ambiance propice au travail. La question est la suivante. Ce petit rituel fait-il partie de l'éducation ou au contraire fait-il partie de l'endoctrinement? La réponse est qu'ici nous sommes en face d'une mesure d'endoctrinement. En effet, ici, plutôt que de former les élèves pour qu'ils soient conscients du bruit qu'ils font et donc de leur impact sur leur environnement, ici la classe, on va miser sur une simple technique de dressage, car comme souvent, il est plus simple d'endoctriner que d'éduquer. Les élèves ainsi endoctrinés ne se demandent jamais si leur comportement peut déranger ou impacter ceux qui les entourent. Ils considèrent que c'est à l'autorité, ici le professeur, de leur indiquer quand ils doivent se taire et quand ils peuvent s'asseoir. L'autre raison invoquée pour la mise en place de ce rituel, c'est qu'elle permet aux élèves de marquer leur respect pour le professeur. C'est aussi pour cette raison que l'on demande aux élèves de se lever lorsque le directeur ou une autre figure d'autorité entre en classe. Par contre, je n'ai encore jamais vu d'école où l'on demande aux élèves de se lever lorsque d'autres élèves rentrent en classe. Donc, ici aussi, on conditionne leur esprit à obéir aux ordres de l'autorité et à considérer cette obéissance comme une marque de respect, ce qui n'est clairement pas le cas. C'est de l'endoctrinement. Si l'on souhaite vraiment éduquer les enfants, il est important de développer chez eux leur empathie et leur capacité à être conscients de leur impact sur leur environnement.
il faut que cette conscience vienne d'eux-mêmes et pas d'une quelconque soi-disant autorité. Que cela soit clair, les élèves sont libres de saluer ou non le directeur ou le professeur, et cela de la manière qui convient aux deux parties. À titre d'exemple, je connais une institutrice qui a mis en place un petit rituel de salut avant de rentrer en classe. Donc, chaque matin, elle et les enfants se saluent comme bon leur semble. Ils peuvent se serrer la main, faire un petit câlin, un simple signe de la main, une combinaison de check ou autre. Bien évidemment, les enfants sont libres d'y participer ou pas. Ici, il n'y a pas une quelconque autorité, juste des humains qui se saluent comme des êtres égaux. Maintenant, je suis bien conscient que dans le monde dans lequel nous vivons, il n'est peut-être pas possible de directement s'attendre à ce que les élèves, de leur plein gré, mettent en place une ambiance propice au travail. Car, après tout, la plupart d'entre eux ne sont justement pas éduqués, mais juste endoctrinés à obéir sous la menace des maîtres. Néanmoins, rien n'empêche un professeur de, par exemple, d'abord laisser les élèves libres. Là, généralement, le bruit et le désordre augmentent dans la classe. Puis, le professeur passe par cette technique d'endoctrinement pour les calmer. Et ensuite, il leur explique ce qui vient de se passer. C'est l'occasion de les faire prendre conscience de ce qu'est une technique d'endoctrinement et pourquoi le professeur ne souhaite pas continuer dans cette voie. Ainsi, les élèves peuvent également comprendre qu'ils sont considérés comme des égaux et que c'est leur responsabilité de permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir un environnement propice au travail. La deuxième question concerne cette pratique qui consiste à demander la permission au professeur pour aller aux toilettes. En effet, dans la majeure partie des écoles, lorsqu'un élève souhaite aller aux toilettes, il doit demander la permission. Et si la permission lui est refusée, il devra se retenir jusqu'à nouvel ordre. La question est la suivante. Est-ce que c'est une pratique d'éducation ou est-ce une pratique d'endoctrinement ? La réponse est qu'il s'agit à nouveau d'endoctrinement. Certains diront que si on laisse les enfants aller quand bon leur semble aux toilettes, ce sera la foire, et que certains en profiteront pour y aller toutes les 2 minutes et ainsi interrompre le cours. Nombreux sont ceux qui argumenteront également que cette restriction permet d'apprendre à l'enfant à mieux se gérer en pensant à aller aux toilettes à la récréation, par exemple. Néanmoins, même s'il y a du vrai dans tout ça, et que dans l'état actuel des choses, il y aura certains enfants qui profiteront de cette liberté pour déranger la classe, cela ne justifie en aucun cas cet abus d'autorité. Aller aux toilettes est un besoin primaire et personne ne peut retirer cette liberté à un autre individu sans être un transgresseur. De plus, le fait d'ancrer dans l'esprit des enfants que même pour leurs besoins primaires, ils doivent demander l'autorisation à un maître constitue clairement une pratique d'endoctrinement. Il est vrai que dans une classe de 25, si chacun doit aller aux toilettes pendant 1 heure de cours, cela va clairement déranger le déroulement d'un cours. C'est pourquoi il faut faire en sorte que les élèves soient éduqués et qu'ils intègrent le véritable sens du mot respect des autres. On doit leur indiquer clairement qu'ils sont des êtres libres et les traiter comme tels. Donc, même si le professeur ne peut leur interdire d'aller aux toilettes et qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation, les élèves doivent être conscientisés à leur impact sur le bon déroulement d'un cours. Car être libre, c'est également être responsable de ses actions et de leurs conséquences. La troisième question est liée à l'apprentissage de l'autodéfense et des techniques militaires. La question est la suivante. Est-ce que proposer des cours d'autodéfense
des formations à l'art de la guerre ou au maniement des armes fait partie de l'éducation ou de l'endoctrinement? La réponse est que même si cela peut choquer beaucoup de personnes dans nos pays occidentaux, cet enseignement fait bel et bien partie de l'éducation. Laisser cette connaissance à une petite minorité de psychopathes aux ordres d'une encore plus petite minorité d'individus encore plus dérangés se termine toujours mal pour les peuples. Je pense qu'à l'heure actuelle, de nombreux peuples comme le peuple australien par exemple, commencent à se rendre compte qu'avoir été désarmé et s'être reposé uniquement sur la police et l'armée pour garantir leur protection fut une très grave erreur qui n'a profité qu'aux dirigeants qui les maltraitent actuellement. Il est donc extrêmement important que les enfants et les individus en règle générale soient à même de se défendre par eux-mêmes. Sans cela, ils seront des proies faciles pour les individus malfaisants. Maintenant, ces formations doivent être données dans l'esprit de la loi naturelle, et non pas comme elles sont données dans les armées actuelles. Le but ici n'est pas de détruire la personnalité d'un individu et de reconstruire par-dessus un petit psychopathe prêt à appliquer les ordres, même les plus inhumains. L'objectif est de renforcer la capacité de l'individu à assurer sa propre sécurité et si possible, à augmenter son niveau de courage. Gardez bien à l'esprit qu'un peuple n'est en sécurité que si la majorité des individus de ce peuple sont capables de défendre leur liberté contre les menaces, aussi bien celles qui viennent de l'extérieur que celles qui viennent de l'intérieur, comme c'est le cas aujourd'hui. La quatrième question est liée à l'enseignement de la science. Au cours de biologie, un professeur présente la théorie de l'évolution selon Darwin. À un moment, un élève dit qu'il ne croit pas à cette théorie et qu'il pense que c'est Dieu qui a créé les humains. Le professeur lui indique que la théorie des origines divines de l'homme n'est pas une théorie scientifique parce qu'elle ne peut pas être falsifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être prouvée comme étant fausse. Le professeur ajoute que ce qu'il présente ici, ce n'est qu'une théorie parmi d'autres, et qu'il ne prétend pas présenter la vérité avec un grand V. Le professeur poursuit en ouvrant le débat sur ce qu'est véritablement la méthode scientifique. Est-ce que l'attitude du professeur fait partie de l'endoctrinement ou de l'éducation ? La réponse est ce que fait ici le professeur, est bien de l'éducation. Car il ne rejette pas immédiatement la proposition de l'élève, mais ouvre le dialogue. C'est l'occasion pour le professeur de rappeler les fondements même de la science moderne. Rappeler que la science est avant tout une méthode d'étude de la nature, qu'elle est basée sur l'élaboration de théories qui peuvent être prouvées comme étant fausses. Une théorie scientifique ne prétend pas dire la vérité. Elle propose une interprétation utile et qui, dans le meilleur des cas, permettra l'élaboration de technologies permettant de mieux vivre dans cette réalité. La science n'est pas absolue et elle est encore moins fixe, comme certains ignorants et propagandistes de notre époque semblent le penser. Dans le cas qui nous intéresse ici, l'élève doit comprendre que la théorie de l'évolution est une théorie scientifique qui permet actuellement d'expliquer de nombreuses observations faites dans la nature. Et même si aujourd'hui c'est cette théorie qui est acceptée majoritairement pour décrire l'évolution des espèces, il existe d'autres théories qui la complètent ou la contredisent totalement. Si le professeur est honnête, il devrait également présenter aux élèves les éléments controversés de la théorie et leur expliquer pourquoi certains scientifiques ou chercheurs
pense que cette théorie n'explique pas l'évolution du singe jusqu'à l'homme moderne actuel. C'est aussi une bonne occasion d'aborder l'impact des autorités scientifiques sur les avancées de la science. Et pourquoi la plupart des théories aujourd'hui largement acceptées étaient à l'origine quasiment toujours rejetées à l'unanimité par ces mêmes autorités. La cinquième question est liée à l'enseignement de l'histoire. Donc ici, au cours d'histoire, on aborde la question de la Seconde Guerre mondiale. Le professeur présente les choses de manière bien consciencieuse, en suivant bien le manuel d'histoire approuvé par le ministère de l'Enseignement. Il base son enseignement sur tous les faits officiels. Il demande aux élèves de bien retenir les causes qui ont déclenché cette guerre et les conséquences catastrophiques de celle-ci. Il leur indique le danger que représentent des personnages tels que Hitler et comment notre liberté et notre démocratie ont été sauvées par les Alliés. Le professeur indique également clairement que toute remise en cause des faits officiels est du domaine de la conspiration et du nihilisme. Rien de ce qu'il présente ici ne peut être remis en question, et surtout pas les crimes perpétrés par les Allemands sur les Juifs, les Tziganes, les opposants au régime. Douter de ces faits est non seulement stupide, mais également criminel. Ce professeur pratique-t-il de l'endoctrinement ou de l'éducation ? La réponse est qu'ici, nous sommes dans le domaine classique de l'endoctrinement. En effet, ici, une seule version est présentée comme la vérité absolue. Aucune discussion n'est possible. Toute remise en cause de cette version officielle est rejetée avec mépris, et on essaie de criminaliser tous les discours discordants. Ici, rien que pour l'élément de censure, on sait déjà, en suivant le principe de la loi naturelle, qu'on est en face du mal. Si l'on souhaite véritablement éduquer les enfants, il faut leur présenter toutes les versions. Leur présenter quels sont les arguments et les contre-arguments. Quelles sont les preuves, qui les a fournis, qui ont été les bénéficiaires de cette guerre. Est-ce qu'il y a vraiment le camp des méchants et celui des gentils? Est-ce que c'est vraiment Hitler le seul responsable? Ou y a-t-il également une responsabilité de tous ces millions de conformistes et de collaborateurs qui ont suivi cette folie? Toutes ces questions devraient être abordées. Le plus important quand on présente l'histoire, c'est d'en tirer les leçons morales pour le futur. Et il est indispensable pour cela de se baser sur la loi naturelle. Et oui, cela voudra dire que souvent nous allons critiquer le comportement de nos ancêtres et analyser le parallèle avec la société d'aujourd'hui. Sans cela, des phrases du genre « nous ne devons pas oublier l'histoire »,« rappelons-nous »,« nous ne devons pas répéter les erreurs du passé », toutes ces phrases sont vides de sens. Elles sont juste bonnes à être utilisées par des manipulateurs pour promouvoir l'un ou l'autre agenda. Ce qui a été dit ici est évidemment également valable pour les cours de religion, par exemple. Raconter les histoires de Jésus, du prophète, des autres saints comme des vérités, demander aux élèves de mémoriser ces histoires, ces noms, ces lieux, tout ça sans insister sur la partie morale en rapport avec la loi naturelle, tout ça n'a aucun intérêt et consiste simplement à pratiquer de l'endoctrinement. Dans tous les cas, plus que la mémorisation des faits, ce qui importe, c'est les leçons à en tirer, les points de vigilance à garder à l'esprit afin de ne pas répéter sans cesse les mêmes erreurs. Si ce travail avait été correctement fait, nous ne serions pas dans la situation mondiale actuelle où les autoritarismes se réinstallent et où les libertés individuelles sont plus que jamais menacées de totalement disparaître. La sixième question est liée à la promotion du nationalisme. Dans de nombreux pays, y compris la Belgique, on essaie de transmettre aux enfants l'amour de leur pays.
Il faut être fier d'appartenir à tel ou tel groupe d'individus. En Belgique, il y a également cette sous-division entre les francophones et les flamands. De nos jours, on parle constamment d'intégration et on essaie de faire en sorte que les enfants acceptent l'autre, quelles que soient ses origines, du moment que ces autres s'intègrent à la société. Les enfants sont encouragés à supporter leur équipe nationale, à respecter leur drapeau et la monarchie et à se sentir fiers d'être membres d'une même nation. La question est la suivante. Cette promotion de l'amour de la patrie fait-elle partie de l'endoctrinement ou de l'éducation ? La réponse est que cela fait clairement partie de l'endoctrinement. Il faut savoir qu'un être n'est pas plus défini par sa couleur de peau ou ses goûts culinaires que par ses origines ou le pays dans lequel il vit. Lier l'identité d'un être à une nation ou à un territoire est non seulement une limitation de sa nature, mais cela permet également de fortifier le sentiment que ceux qui sont en dehors du groupe n'ont pas forcément la même valeur que ceux faisant partie du groupe. De plus, les membres du groupe nation ont tendance à défendre les actions de leur groupe, que ces actions soient morales ou non. Les dirigeants ont bien compris l'intérêt de jouer sur ce sentiment nationaliste pour manipuler les foules endoctrinées. Notons également que les politiques d'intégration qui essaient de gommer les différences font partie, contrairement à ce que beaucoup pensent, des politiques les plus racistes et intolérantes qui soient. En effet, ici, le principe, c'est « je t'accepte si tu deviens comme moi ». Et donc, même si tes actions ne sont pas mauvaises, il faut que tu te fasses assimiler par le système. Une réelle éducation de l'individu consisterait à lui faire comprendre qu'il existe de nombreuses cultures et que chaque culture comporte des pratiques moralement bonnes et des pratiques moralement mauvaises. L'enfant doit comprendre et apprendre à accepter toutes les différences sans vouloir que certaines soient cachées simplement pour qu'il se sente mieux. Ainsi, l'enfant comprendra que les frontières sont des lignes imaginaires et qu'il n'appartient à aucun pays ni à aucune personne. Il comprendra clairement que c'est une âme libre et pas une marchandise appartenant à une entreprise, quoi qu'en pense le système. La 7e question sera liée à l'éducation aux médias. Dans une école, on décide de consacrer au minimum la moitié du temps à l'éducation aux médias, aux arts et à la philosophie. Lors des examens nationaux, on s'aperçoit que les élèves de cette école ont de moins bons résultats que ceux des écoles classiques. De plus, il semble que ces élèves ont une tendance à la rébellion contre l'autorité, et cela sans compter le fait qu'ils s'intègrent moins facilement au système. L'école est accusée par le gouvernement d'endoctriner les élèves et donc de ne pas remplir son rôle correctement. La question est donc la suivante. En ne consacrant pas suffisamment de temps aux matières principales et en encourageant les esprits rebelles, cette école pratique-t-elle de l'endoctrinement ou de l'éducation ? La réponse est qu'il faudrait plus d'informations pour répondre à cette question, car tout dépendra du principe de base sur lequel reposent les enseignements de cette école. En effet, une école peut être ouverte à l'art, à la discussion, à la philosophie, sans pour cela véritablement éduquer les élèves. On peut clairement former des êtres rebelles, sans morale ou avec une morale relative, et ça, c'est de l'endoctrinement. Néanmoins, cette école fait déjà un pas dans la bonne direction par rapport aux écoles classiques. Car une école qui ne propose pas ses contenus en quantité suffisante fait inévitablement de l'endoctrinement.
Il est donc important de proposer une éducation aux médias où l'on va visionner des films, des séries, des documentaires, des journaux parlés et où l'on décodera les idées qui y sont promues et si elles sont morales ou non. De même, on doit prévoir des cours d'art en quantité suffisante pour que les élèves puissent s'exprimer de manière libre sans être jugés. La philosophie, elle aussi, est indispensable, car elle apprend à argumenter et à se poser des questions. Donc, si une école veut réellement éduquer les élèves, elle doit proposer ce genre de contenu et surtout, elle doit baser le tout sur la loi naturelle. Pour ce qui est des résultats des élèves aux évaluations nationales, honnêtement, on s'en moque, car comme je l'ai déjà répété à de nombreuses reprises, une personne intelligente n'est pas forcément une personne qui performe dans tous les domaines dits intellectuels. Et vous le savez, il n'y a qu'en ayant un maximum de personnes réellement intelligentes qu'on pourra créer un monde meilleur, pas en ayant un maximum d'intellectuels sans empathie et sans courage. Maintenant, notez bien qu'il est indispensable d'avoir également une formation dans les langues, les sciences, les mathématiques et les autres matières plus techniques. Car comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, qui illustrait le principe de traitement de l'information, nous vivons dans un monde de plus en plus complexe, où la manipulation est omniprésente. Et donc, il faut être capable d'acquérir des informations, de les traiter de manière rationnelle et d'en tirer les meilleures conclusions afin de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. La 8e question est liée à la protection de l'environnement. Ici, lors d'une sortie scolaire, les enfants sont sensibilisés à la problématique environnementale. On leur explique comment les êtres humains sont nuisibles pour l'environnement. On leur montre des images des zones naturelles détruites et des animaux maltraités. On leur dit que c'est pour ça que les dirigeants de ce monde essaient actuellement de mettre en place des politiques pour sauver la planète. On insiste sur le fait que pour sauver la planète, il est indispensable qu'ils participent et qu'ils fassent des efforts. On les invite par exemple à bien faire le tri de leurs déchets, manger moins de viande, éviter d'aller en vacances en avion ou préférer le vélo à la voiture. La question est la suivante. Sommes-nous ici en face d'endoctrinement ou d'éducation ? La réponse est qu'en général, dans ce domaine, on est dans de l'endoctrinement. Pourquoi de l'endoctrinement ? Cela parce que la plupart du temps, l'idée principale qui est véhiculée est que l'humain est un virus qu'il faut contrôler. Et on utilise généralement la peur pour faire passer cette idée en indiquant par exemple aux enfants que ce sera la fin du monde et qu'ils vont tous mourir si on ne fait rien. On se rappelle peut-être les manifestations pour le climat qui ont eu lieu un petit peu avant la crise du Covid-19 et auxquelles de nombreux jeunes ont participé, comme par hasard, avec la bénédiction de tous, que ce soit les gouvernements, les directions d'école, les ONG, les multinationales, tout le monde était partant. Les jeunes semblaient avoir peur et ils adhéraient à la pensée qu'il faut absolument faire quelque chose, sinon ils n'auront plus d'avenir sur cette planète. Dans les manifestations, ils suppliaient les gouvernements d'agir et bien évidemment, les gouvernements et les grandes entreprises ont toutes sauté sur l'occasion. En effet, ces jeunes naïfs demandent aux responsables et aux bénéficiaires même de toute cette destruction de l'environnement qu'ils prennent des décisions pour limiter cette destruction. Et évidemment, quelles sont les mesures qui vont être prises par ces crapules ? C'est limiter les libertés individuelles et augmenter la surveillance. Au final, les grandes entreprises continueront à exploiter cette planète comme bon leur semble, et ceux qui y habitent, comme nous,
Misérables petits consommateurs inutiles, nous devrons vivre dans une société de contrôle total où la moindre de nos actions sera analysée et réprimée si elle ne correspond pas aux objectifs du système. Donc, oui, il est important de faire comprendre aux enfants que la destruction de l'environnement est une réalité, mais il faut le faire sans mettre sur leur épaule la responsabilité de cette situation. Il faut pointer du doigt les véritables responsables. Il faut former les enfants afin qu'ils aient conscience des droits et des libertés de tous les êtres vivant sur cette planète. De cette manière, on s'assurera qu'ils ne demanderont pas eux-mêmes aux ennemis de l'humanité les chaînes pour leur esclavage. De plus, comme je le dis souvent, la planète n'a pas besoin d'être sauvée par les humains. Les humains doivent simplement arrêter de transgresser les droits et les libertés de tous les êtres qui vivent dans cette réalité. La 9e question est liée à l'habillement des jeunes. Dans le cadre scolaire, il est demandé que les jeunes aient toujours une tenue correcte. Pour cela, les écoles mettent en place toute une série de règles du style pas de tenue trop courte ou vulgaire, pas de signes religieux apparents, pas de casquette ou autre déguisement, etc., etc. Et cela, sauf peut-être les jours exceptionnels, genre carnaval, Halloween ou autre. Certains prônent également les vertus de l'uniforme pour tous. La question est donc la suivante. Est-ce que exiger une tenue correcte fait partie de l'éducation ou est-ce de l'endoctrinement ? La réponse est qu'il s'agit purement et simplement d'endoctrinement. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet de l'habillement chez les humains et je vous encourage à les visionner pour bien comprendre cette réponse. Car, clairement, décorer son corps comme bon nous semble est un droit, une liberté qu'ont également les enfants, et cela quels que soient les lieux où ils se trouvent. Leur imposer un code vestimentaire est un moyen de faire en sorte que leur esprit se conforme à des codes sociaux et moraux arbitraires. Cette limitation de leur liberté limite également leur imagination et leur créativité, en plus d'en faire de parfaits petits conformistes qui plus tard s'attaqueront à leur tour à tous ceux qui sortent de la norme sociale du moment. Éduquer un enfant, c'est le laisser libre de décorer son corps comme bon lui semble et lui indiquer qu'il doit également laisser cette liberté aux autres êtres. La 10e et dernière question concerne l'école obligatoire. À travers le monde, l'école a été rendue obligatoire par la plupart des gouvernements. Et actuellement, il y a même une tendance qui vise à interdire l'école à la maison. La question est la suivante. Est-ce qu'avoir rendu l'école obligatoire est un moyen d'assurer l'éducation des enfants ou est-ce un moyen de s'assurer de leur endoctrinement ? La réponse est qu'il s'agit d'un moyen de s'assurer leur endoctrinement, bien évidemment. Et j'imagine que beaucoup de ceux qui m'écoutent en sont maintenant conscients. En effet, déjà, le simple fait que cette école soit rendue obligatoire est un signal d'alarme. Les parents sont les seuls guides de leur enfant. Un État ou un groupe d'individus ne peuvent imposer leur vision à d'autres sans violer le principe de la loi naturelle. Donc, le caractère obligatoire de l'école est une transgression des libertés et donc ne peut en aucun cas être considéré comme positif. Ici, comme toujours, cette transgression des libertés individuelles est présentée comme une nécessité pour atteindre le bien commun. L'école obligatoire est présentée comme le signe d'une société évoluée, permettant à chacun d'acquérir les bases pour s'en sortir dans la vie. Elle est présentée comme un moyen de s'assurer que tous les enfants auront les mêmes chances
dans la vie, quel que soit leur milieu social ou familial. On prétend ainsi assurer la transmission de la vérité et des connaissances aux enfants, même si à la maison leurs parents n'en sont pas capables. Malgré ces bonnes intentions de façade, la vérité est tout autre, car en plus de violer les libertés individuelles, l'école obligatoire est un moyen de s'assurer que tous les enfants, dès leur plus jeune âge, soient soumis à l'endoctrinement et à la propagande du système. D'ailleurs, les systèmes totalitaires comme le système nazi a très rapidement imposé l'école obligatoire et interdit l'école à la maison afin de s'assurer qu'aucun enfant n'échappe à la propagande nazie. Si vous regardez le système éducatif actuel d'un œil relativement neutre, vous remarquez que la principale tâche des écoles est de dresser les enfants afin qu'ils deviennent de parfaits petits esclaves au service d'un système inhumain. Ils sont soumis à un ensemble de règles arbitraires et sont forcés d'accepter les messages transmis par le système, et s'ils ont le malheur de ne pas obéir, ils sont punis ou rejetés. Et tout ça, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 10 mois par an et pendant un minimum de 18 ans. Ici, en Belgique, les enfants sont triés au fur et à mesure des années en fonction de leur degré d'obéissance et d'intellect. Le but est de permettre à chacun de prendre sa place dans cette société pyramidale. Les enfants insoumis ou non performants dans les matières intellectuelles sont redirigés vers des cursus différents, la plupart du temps des cursus dévalorisés aux yeux de la société. Par contre, les bons petits soldats obéissants et performants vont jusqu'à l'université et espèrent ainsi prendre leur place au sommet de la pyramide. Tout au long de leurs études, très peu de temps a été consacré à développer leur empathie et leur esprit critique. Et le peu de cours qui prétendent éveiller les enfants sont bien souvent basés sur une morale relative, celle du système courant. La vérité, c'est que dans une société juste, l'école ne peut pas être obligatoire. C'est un choix qui doit être fait au niveau des parents et de l'enfant. Maintenant, je rappelle que l'enfant est en cours de développement. Donc, les parents ont la possibilité de lui imposer certaines restrictions pendant un certain temps. Une fois l'esprit de l'enfant suffisamment développé, il pourra choisir lui-même s'il souhaite poursuivre ses études ou pas. Et je rappelle également que le degré d'éveil d'un individu n'a rien à voir avec son âge. Mettre la limite à 18 ans est peut-être pratique pour la justice humaine, mais n'a aucun sens, car chaque individu est différent et s'éveille à une vitesse différente. Sachez que dans une société juste, l'école ne serait pas la prison qu'elle est actuellement, mais elle serait un endroit où l'on se rend volontairement et où chacun évolue à son rythme et se forme pour devenir un être réellement intelligent. Pour finir, une citation de Michel de Montaigne, un philosophe humaniste français qui vécut au XVIe siècle durant la Renaissance. Il a dit « Éduquer, ce n'est pas remplir des vases, mais c'est allumer des feux. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir, que vous avez vu que la différence entre endoctrinement et éducation est souvent floue dans l'esprit des individus, car les mêmes techniques peuvent être utilisées dans un cas comme dans l'autre. La principale différence, c'est le résultat recherché et si les techniques utilisées sont en accord ou non avec la loi naturelle. Éduquer un individu, c'est avant tout lui ouvrir l'esprit, le responsabiliser et travailler son empathie. Donc même si l'apprentissage des mathématiques, des sciences, de la littérature est important, il est tout aussi important
si pas plus, de prendre le temps pour former le cœur, l'ouverture d'esprit et le courage des enfants. Et personnellement, je pense que des êtres éduqués apprendront probablement mieux que des êtres endoctrinés, juste capables de régurgiter de la matière apprise sans discernement. Voilà, sur ce, comme toujours, je vous remercie de votre attention. Soyez justes, résistez au mal, et moi je vous dis à bientôt.